Le lobbyisme est un sujet méconnu du public. Il a pourtant une incidence considérable sur les décisions qui sont prises dans l'appareil public. Cette formation vous permettra d'avoir une meilleure compréhension du lobbyisme et des acteurs impliqués dans les communications d'influence. Selon vous, quelles images peuvent représenter une activité de lobbyisme? En fait, toutes ces images sont susceptibles de représenter une activité de lobbyisme. Faire du lobbyisme, c'est tenter d'influencer une décision publique. C'est faire valoir son point de vue, ses services, ses solutions auprès des décideurs. Cela fait partie d'une saine discussion démocratique à laquelle tout le monde peut participer. La loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme vient toutefois déterminer dans quelles circonstances ces communications doivent être encadrées en précisant davantage quelles sont les activités visées. Réfléchissons à la situation suivante. Si la situation présente, un promoteur immobilier qui rencontre un conseiller municipal afin de demander une modification à la réglementation sur le nombre d'étages possibles de son immeuble. Alors oui, c'est une activité de lobbyisme. Si la situation présente plutôt un promoteur immobilier qui rencontre son partenaire pour discuter de son éventuelle demande de modification réglementaire qu'il adressera à la municipalité pour la réalisation de son projet. Alors non, ce n'est pas une activité de lobbyisme. Pour qu'il y ait une activité de lobbyisme, 3 composantes sont requises. Un représentant d'intérêt, un titulaire de charge publique, une communication qui implique une décision visée par la loi. Dans le cas présent, le partenaire d'affaires n'est pas un titulaire de charge publique. Alors, comment la loi définit-elle une activité de lobbyisme? Une activité de lobbyisme est toute communication orale ou écrite entre un lobbyiste et un titulaire de charge publique visant à influencer ou étant susceptible d'influencer une décision visée. En regardant bien cette définition, on remarque que la communication doit être composée de 3 éléments pour être considérée comme une activité de lobbyisme. Un lobbyiste, aussi appelé représentant d'intérêt, un titulaire de charge publique, une communication sur une décision visée par la loi. Voyons de plus près chacune de ces composantes pour bien les reconnaître. Comment savoir si je suis un lobbyiste ou si je suis en présence d'un lobbyiste? Comment reconnaître ces représentants d'intérêt? Il existe 3 types de représentants d'intérêt. Les lobbyistes conseils représentent les intérêts d'autrui, d'un client. Ils exercent des activités de lobbyisme en échange d'une contrepartie, comme un montant d'argent, des actions, une promesse de biens ou de services, etc. Les lobbyistes d'entreprise et d'organisation, quant à eux, représentent les intérêts de l'entreprise ou de l'organisation au sein de laquelle ils exercent un emploi ou une fonction. Ils sont visés par la loi dès le moment qu'une partie importante de leur tâche ou fonction est consacrée à la réalisation d'activités de lobbyisme. Attention! Dans le cas des lobbyistes d'organisation, seuls certains d'entre eux sont visés par la loi. En effet, celle-ci vise les personnes qui œuvrent au sein d'OBNL constituées à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, comme les associations syndicales ou les ordres professionnels, par exemple. Cela vise aussi des personnes qui œuvrent au sein d'OBNL qui sont composées à majorité d'entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises, comme par exemple les représentants des chambres de commerce du Québec. En résumé, une personne qui répond à ces critères est un lobbyiste. Testons vos connaissances. Parmi les 3 cas suivants, lequel décrit un représentant d'intérêt? Omar est un chargé de projet dans une papeterie. Il fait régulièrement des communications d'influence à la demande de son employeur. Océane est une citoyenne engagée. Elle fait des communications d'influence auprès de sa municipalité pour la revitalisation de sa ruelle. Antoine est impliqué dans la défense des droits des immigrants. Il fait des communications d'influence pour l'OBNL qu'il a créé
et qui représente des associations des migrants de diverses communautés culturelles. Qui est donc le représentant d'intérêt? Omar, Océane ou Antoine? Seul le premier cas décrit un représentant d'intérêt. En effet, un citoyen, même s'il tente d'influencer un élu ou un fonctionnaire concernant une décision visée, n'est pas un lobbyiste si les communications sont faites pour son propre compte et qu'il ne reçoit pas de contrepartie. Pour ce qui est du troisième cas, les OBNL qui ne sont pas constitués à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ou dont les membres ne sont pas majoritairement des entreprises à but lucratif, ne sont pas soumis à la loi. Leurs communications d'influence ne sont donc pas visées par la loi. Revenons à la définition d'activité de lobbyisme. Dans cette définition, le lobbyiste fait des communications orales ou écrites avec un titulaire de charge publique. Mais qui sont les titulaires de charge publique? De façon générale, ce titre fait référence aux élus, aux personnes nommées ou aux employés qui occupent une fonction au niveau parlementaire, au niveau gouvernemental, au niveau municipal. Au niveau parlementaire, les députés et les membres de leur personnel. Au niveau gouvernemental, les ministres et leur personnel. Les employés et les personnes nommées du gouvernement et de certains organismes gouvernementaux, y compris certains établissements de santé. Au niveau municipal, les maires, les préfets, les conseillers municipaux ou d'arrondissement et le personnel de leur cabinet. Les membres du conseil d'une communauté métropolitaine, les membres du personnel des municipalités et des organismes municipaux et supramunicipaux. Voici une liste de fonctions qu'une personne peut occuper dans le domaine public. Saurez-vous reconnaître les 2 fonctions qui ne sont pas visées par la loi? Les personnes travaillant dans le réseau de l'éducation ne sont pas des titulaires de charge publique selon la loi. Ainsi, les communications d'influence adressées à la directrice du Cégep ne font pas partie des communications visées par la loi. Le responsable des communications de l'organisation mandatée par la Ville de Québec ne correspond pas non plus à la définition de titulaire de charge publique de la loi, puisqu'il n'est ni un élu, ni un employé gouvernemental ou municipal, mais plutôt un fournisseur de services. Nous savons maintenant comment reconnaître un lobbyiste ainsi qu'un titulaire de charge publique. Encore faut-il que les communications effectuées en vue d'influencer ou susceptibles d'influencer portent sur une décision qui est visée par la loi. C'est la troisième et dernière composante de notre équation, soit une communication sur une décision visée. Ces décisions peuvent, par exemple, porter sur une loi, un programme, un plan d'action, un contrat, une subvention, un permis, etc. Assurez-vous de consulter la capsule portant sur les activités visées par la loi pour être en mesure de bien les reconnaître. En résumé, rappelons-nous qu'une activité de lobbyisme est toute communication orale ou écrite entre un lobbyiste et un titulaire de charge publique visant à influencer ou étant susceptible d'influencer une décision visée. Dès lors qu'une communication correspond à la définition d'activité de lobbyisme, elle est visée par la loi. Ainsi, elle doit obligatoirement être rendue transparente pour le public. Certaines exceptions à cette obligation peuvent toutefois s'appliquer. Nous explorons davantage cette obligation ainsi que les exceptions dans nos autres capsules de formation. Ce tour d'horizon vous a sans doute permis d'en apprendre davantage sur le lobbyisme et de comprendre que vous avez un rôle à jouer dans la transparence et la saine pratique du lobbyisme. Attention, ces 3 composantes possèdent de nombreuses nuances et exceptions. Poursuivez vos apprentissages en consultant nos autres capsules de formation.